Bonjour, je suis Katharina Jacobson, doctorante en archéologie de la Caraïbe et nous allons parler du temps de la Caraïbe à l'époque amérindienne. Donc les Amérindiens sont les premiers peuples qui ont occupé l'archipel des îles de la Caraïbe. Dans notre région, ils n'avaient pas d'écriture, en tout cas connue à ce jour. Ainsi, nous pouvons reconstituer leur histoire sociale, économique et culturelle à travers les sources historiques des premiers colons européens et l'archéologie. Les sources historiques sont des récits et des manuscrits de colons, missionnaires, voyageurs flibustiers. Mais ces documents ethnographiques sont tout de même à prendre avec précaution, car ils véhiculaient les modes de pensée et la vision de l'Europe moyenâgeuse. Mentionnons Fernando Colón, Bartolomé de las Casas, l'anonyme de Carpentras ou encore le père Breton. L'autre moyen qui nous permet d'appréhender les populations amérindiennes insulaires est l'archéologie, une science qui étudie l'homme à travers les vestiges matériels mis à jour par des fouilles. Les recherches archéologiques s'appuient sur des prospections, des diagnostics, des fouilles programmées, des fouilles préventives, des études de collection et des analyses. L'archéologie s'inscrit aussi dans la pluridisciplinarité, faisant intervenir l'histoire, l'ethnologie, la linguistique, l'écologie humaine ou encore les sciences de la terre et du vivant. Dès les premières études dans la Caraïbe, les archéologues ont cherché à comprendre l'occupation de l'archipel et des groupes qui y ont contribué. À partir de la culture matérielle, et plus singulièrement de la céramique, Irving Rouse propose une classification taxonomique modale et un schéma chronologique pour le Venezuela et la Caraïbe. L'élément de base de son modèle est le mode, ou un ensemble d'attributs spécifiques, auxquels il ajoute le style, la série et la sous-série. Puis Irving Rouse a attribué un nom à ces séries, sous-séries et styles céramiques à partir du nom du site où ces modes caractéristiques ont été identifiés pour la première fois, auquel a été ajouté le suffixe oïde, qui signifie ressemble à, pour la série, et le suffixe an pour la sous-série. Prenons par exemple le style wécoïde, ressemble au mode trouvé sur le site La Hueca, qui se situe à Vieques à Porto Rico. Ce système modal établi par Rouse a servi de référence pour classer la céramique et les groupes culturels et continue d'être utilisé comme base de travail, même s'il est souvent remis en question. Les différentes approches chronologiques proposées par la suite ont tenté de sortir des cloisonnements historiques dans lesquels les groupes culturels ont été enfermés, afin de promouvoir les interactions, la diversité et le dynamisme qui régnaient dans la Caraïbe amérindienne. Les archéologues ont ainsi mis en évidence plusieurs phases dans le peuplement et les dynamiques d'occupation de l'archipel. L'âge archaïque correspond aux premières traces de peuplement des groupes de chasseurs-pêcheurs nomades vers 4500 ans avant Jésus-Christ, en provenance du nord-ouest de la Caraïbe. Les sites étaient principalement situés en zone côtière et dans les mangroves et ont livré des outils en silex, en pierre, en coquillage et sporadiquement en céramique. Durant l'âge archaïque, on parle des cultures casimiroïdes et orthoiroïdes. L'arrivée d'agriculteurs, artisans postiers, marque le début d'une nouvelle ère que les archéologues ont dénommée l'âge céramique. Cette nouvelle vague de migration se situe vers 400 avant Jésus-Christ, en provenance du bassin de l'Orénoque au Venezuela. L'âge céramique a communément été divisé en deux, à savoir l'âge céramique ancien, ou Early Ceramic Age, et l'âge céramique récent, the Late Ceramic Age, lui-même partagé entre une phase ancienne, Early Phase, et une phase récente, the Late Phase. Il faut noter ici que le modèle français est un peu différent et découpe l'âge céramique en 4 périodes, le céramique ancien, moyen, récent et tardif. Donc à partir de 400 avant Jésus-Christ, dans les grandes Antilles comme dans les petites Antilles, les communautés se multiplient et sont organisées en réseaux sociaux sur des grandes distances, avec circulation de populations, d'idées et d'objets. Durant cette période, les productions potières, lithiques et coquillières expriment un système symbolique complexe, marqueur d'une identité culturelle partagée. Les assemblages archéologiques sont culturellement affiliés aux wécoïdes, saladoïdes et barancoïdes. À partir de 600-700 après Jésus-Christ, se produisent des changements endogènes, avec une densification de la population, entraînant l'accroissement de l'occupation des îles. Les réseaux d'échanges à longue distance diminuent, les pratiques funéraires changent. Dans les petites Antilles, les sociétés gardent essentiellement un système égalitaire et développent une hétérogénéité culturelle.
L'affiliation culturelle associée à cette période est le troumassoïde. Par contre, dans les Grandes Antilles, la structure sociale, économique et politique change. Les villages densément peuplés sont organisés dans des systèmes complexes. Les ensembles culturels associés sont le saladoïde, l'ostunoïde et le méiacoïde. Puis vers 900 après Jésus-Christ, émergent à l'est d'Hispaniola de nouvelles formations sociales hiérarchisées, des chefferies ou cacicascos, affiliées culturellement aux chicoïdes. Les petites Antilles du Sud se retrouvent être le lieu de nouvelles vagues migratoires venues des côtes nord du continent sud-américain, tout en maintenant des réseaux avec les Grandes Antilles. Ces réseaux d'échanges se tournent ainsi vers le nord et vers le sud. Les ensembles culturels associés à cette période sont le soisoïde et le caïoïde dans les îles des Petites Antilles du Sud, ainsi que le troumassoïde et le chicoïde dans les îles plus au nord. En 1492, Christophe Colomb débarque dans les Grandes Antilles. À cette période, nommée période historique, la Caraïbe est peuplée de nombreux groupes linguistiques culturels, tels que les Ciguayos ou les Macorix à Hispaniola, les Lucayos à Turcancaicos ou encore les Kalinago et les Iñeri dans les Petites Antilles. Cependant, la mauvaise compréhension européenne des dynamiques et interactions en place dans la région a figé les populations dans une dichotomie entre les gentils taïnos des Grandes Antilles versus les méchants belliqueux caraïbes des Petites Antilles. Cette labellisation a eu un impact fort, car il a été relayé par les chercheurs, au point que cette terminologie est devenue la référence pour désigner les habitants de la Caraïbe, ainsi réduits à deux grands peuples au XVe siècle. La chronologie que je viens de présenter, l'occupation des Antilles, nous montre ainsi comment les communautés réparties dans les différentes îles ont su créer et entretenir des relations régulières par de nombreuses interactions interinsulaires où ont circulé aussi bien des personnes, des animaux ou encore des matières premières. Cette occupation dynamique a fait de la Caraïbe un espace culturel cohérent, participant au façonnage des sociétés amérindiennes insulaires. La culture matérielle des différentes îles reflète les développements locaux, mais aussi l'interaction entre les communautés de cultures différentes. La céramique a abondamment été produite pour la fabrication de récipients, de vases, de bols, d'éléments de cuisson, de stockage ou de service. Elle a aussi servi de média d'expression artistique ou culturelle, avec des décorations et des motifs en creux, en relief ou en peinture. L'analyse des coquillages indique une exploitation très importante des ressources marines. Consommés pour leur chair, les coquillages étaient également une matière première fondamentale pour les peuples de pêcheurs qu'ils représentaient. Outils et parures ont été confectionnés à partir des coquilles, en tout premier lieu celle du lambi, dont la lèvre a été utilisée pour la confection de haches et de herminettes. Profitant de leur forme naturelle, d'autres coquillages ont été utilisés comme récipients, cuillères, racloirs ou ciseaux. Les Amérindiens ont fabriqué de nombreux outils en pierre aussi, tels que des haches polies, utilitaires ou cérémonielles, des polissoirs, des mortiers ou encore des meules. En combinant des données archéologiques et historiques, les archéologues ont pu reconstituer une partie des modes de la vie quotidienne des Amérindiens. On sait qu'ils ont pratiqué une agriculture sur brûlis. Ils ont cultivé principalement le manioc et le maïs, mais aussi la patate douce, les haricots, les tomates, les piments, les poivrons, les citrouilles, l'arachide, l'ananas, papaye, cacao, goyave. Ils mangeaient des cassaves, sorte de pain de manioc cuit, du tomali, une sauce pimentée, ou encore des ragoûts variés, servis dans des récipients en terre cuite ou dans des cuits. Les Amérindiens pouvaient boire du wiku, boisson fermentée à base de manioc, ou du mabi, une boisson fermentée à base de patates douces. Les récits historiques nous ont aussi livré d'autres informations sur leurs habitudes. On apprend qu'ils faisaient la fête lors de nombreuses occasions telles que les naissances, l'accueil d'un chef, le départ à la guerre, la construction de canaux ou la guérison de malades. Ils pouvaient y jouer de la musique avec des trompettes faites en roseau, des flûtes en os ou encore utiliser des maracas qui sont des couilles remplies de petites graines. Enfin, le jeu de balle, ou baté, est aussi connu pour avoir été une activité pratiquée par les Amérindiens insulaires. Donc, c'est un jeu qui consiste en un affrontement de deux équipes pour envoyer une balle en caoutchouc dans le camp adverse en utilisant seulement les hanches, les pieds et les coudes. L'organisation du village. En règle générale,
nous ne retrouvons pas de structure d'habitat. Ce qui nous parvient, ce sont des traces des poteaux, les empreintes des trous creusés au sol pour enfoncer le poteau. Ils sont de couleur plus sombre, laissés après la décomposition du poteau. Ce sont des informations importantes, car les trous de poteaux nous permettent de reconstituer les formes des habitations. Celles-ci étaient généralement de forme circulaire, bien que des formes rectangulaires existent dans les petites Antilles du Sud au XVIe siècle. Les villages pouvaient être organisés sur plusieurs hectares, avec une zone résidentielle, composée de maisons en bois recouvertes de feuilles tressées, donc lataniers, palmiers ou autres. On y trouvait aussi des petits abris et des appentis à côté des habitations à usage domestique, une zone d'activité, donc foyer, zone de préparation culinaire, une zone de rejet, dépotoir en périphérie des habitations et une plaza, grande place qui pouvait être délimitée et qui correspond à un lieu de rassemblement communautaire, d'organisation des rituels et des autres fêtes. L'environnement archipélagique a joué un rôle important dans la vie économique, sociale et culturelle de la Caraïbe, reliant les communautés des différentes îles. Cet espace a servi de circulation à la fois de personnes, de biens, d'idées, de connaissances, permettant des interconnexions locales et régionales. Concernant les croyances et la mythologie, les Amérindiens étaient animistes et croyaient que toute chose pouvait avoir ou être chargée d'une âme. Tout comme les Kalinago, les Taïnos disposaient de grands panthéons de dieux. De nombreux objets appelés zémis constituaient leur monde religieux. En pierre, coton, argile, bois, or, ils assuraient protection, richesse, santé et de bonnes récoltes. L'art rupestre représente toutes les représentations effectuées sur les parois rocheuses par les hommes. Dans la Caraïbe, l'iconographie et les techniques retrouvées, malgré des adaptations régionales, montrent des échanges et des procédés d'idées. On retrouve des pictogrammes et des pétroglyphes, dont la signification est encore méconnue, bien que l'hypothèse d'une symbolique spirituelle soit avancée. La mort. D'après les chroniqueurs du XVIIe siècle, les morts étaient enterrés dans des contenants en matériaux périssables, probablement dans des hamacs, dans des petites fosses, en position fléchie sur le côté, qui est la position la plus répandue, en position semi-assise ou encore allongée sur le dos. La présence des sépultures secondaires semblerait indiquer une mémoire des lieux d'inhumation par les populations. Il ne semble pas y avoir de lieu réservé pour les sépultures qui se trouvent à proximité des habitations. Aucune distinction de genre et d'âge n'a été identifiée dans les sépultures qui contiennent très rarement du mobilier funéraire, des vases en céramique, des pendeloques en pierre, en perles, en coquillage ou en lambi. La rencontre. Avec l'arrivée de Christophe Colomb le 14 octobre 1492, la Caraïbe est la première région des Amériques à avoir souffert de l'invasion espagnole. L'impact sur les populations amérindiennes est important, car l'exploitation, les maladies et le génocide subis ont véritablement transformé ces sociétés. Ces transformations se sont poursuivies au cours des siècles suivants par un asservissement des Amérindiens, leur mise en travail forcé dans les mines d'or, les pêcheries de perles, les encomiendas, couplées à un afflux d'Africains réduits en esclavage. Asservis plus rapidement dans les Grandes Antilles, les populations amérindiennes des Petites Antilles ont résisté à l'invasion européenne. En 1660, un traité franco-anglo-caraïbe signé à Basse-Terre attribue la souveraineté de la Dominique et de Saint-Vincent aux Caraïbes insulaires, qui deviennent un lieu de refuge. Dans la réserve insulaire de Saint-Vincent, les Kalinago ont peu à peu disparu par métissage avec les Noirs marrons, donnant naissance à une nouvelle identité noire, les Caraïbes noirs ou Garifuna, qui vivent à côté des communautés qui sont restées purement Kalinago. À la Dominique, les Kalinago représentent une communauté d'environ 3000 personnes et vivent dans un territoire où ils font perdurer leur tradition amérindienne. Aujourd'hui, ces deux îles, ainsi que l'île de Trinidad, abritent encore un petit nombre de peuples amérindiens qui vivent de manière vivante leur héritage. L'histoire de la colonisation a effacé la présence amérindienne et son héritage. Mais les contacts et échanges que les Amérindiens ont entretenus avec les Africains et les Européens ont été l'occasion de transmission, de savoir et connaissances dont les transferts et emprunts sont perceptibles dans différents domaines. Qu'il soit visible ou invisible, cet héritage est présent, aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale.
dans la linguistique, avec des mots tels que maïs, barbecue, canoë, hamac, tabac, colibri, ou en anglais soursop, hurricane, shark. Des mots de fruits, papaye, goyave, d'animaux, molocole, ravet. Dans l'alimentation, le calalou, les cassaves nous viennent des Amérindiens, tout comme les techniques de pêche, de vannerie ou l'usage de certaines plantes médicinales. Conscient ou inconscient, cet héritage amérindien est fondamental et doit être pris en compte pour reconstituer l'histoire caribéenne dans sa continuité et nous permettre de mieux aborder notre identité créole qui prend corps dès ces temps anciens.